Kamto, éliminé. On revient donc dans un jeu où la coalition ou les coalitions devraient le solliciter. Et dans ces enjeux, on devrait se poser de bonnes questions pour qu'on ne tombe pas dans les erreurs du passé. À qui Maurice Kamto devrait remettre le flambeau? Qui devrait mériter sa confiance pour conduire le peuple vers les rives du changement? Un premier mouvement était Djani, à Douala, le groupe de Douala, qui a volé dans l'éclat. Et puis juste après les résultats de l'ECAM, un autre groupe est né, le groupe de Fumban, qui a fait une première déclaration. Et cette déclaration était provisoire dans la mesure où, après la décision finale de la Cour constitutionnelle, elle avait mis sur table un programme, l'investiture d'un candidat consensuel de l'opposition. Chacun prend position. Chacun vient vouloir m'en essuyer. Les aléas du direct et surtout aussi les difficultés que nos téléspectateurs de YouTube ont à pouvoir nous suivre. Et du coup, nous devons donc attendre quelques petites secondes pour relancer. Pour que ceux de YouTube, s'ils peuvent être avec nous, parce que nous ne savons pas, on lui dit que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Une seconde encore, nous allons donc attendre. Si c'est revenu. Est-ce que ça marche bien? Si ça marche bien, ceux qui sont sur YouTube, dites-nous que ça marche bien, que ça ne tourne plus. Voilà, ça tourne bien, on revient donc. Et du coup, des noms, disais-je, sont sortis. Qui devrait remporter la mise? Des réunions sont bien évidemment faites à gauche et à droite. Nous ne pouvons pas encore nous avancer pour donner exactement ce qui va se décider. Mais dans ce combat, dans ce challenge, pour avoir la confiance, pour avoir le lot, pour avoir le soutien de Maurice Kamto, on regarde donc les acteurs qui sont en jeu. Deux gros poids ont démissionné du régime Biya.
d'abord Issa Chiroma, dont on a vu la décision et qui immédiatement a été remplacé par Mouna Futsu. Et puis, Bello Bouba Maïgari. Le 28 juin 2025, Bello Bouba, lors de son congrès, parlait donc déjà de la démission du gouvernement pour un nouveau challenge pour être candidat à l'élection présidentielle. Sur une chaîne allemande, le 3 juillet, il nous disait encore que lui, il a décidé de donner sa démission à qui de droit? Paul Biya, via une plateforme. Nous avons attendu, nous n'avons pas vu des réactions ou un quelconque document. Bien évidemment, j'ai dû publier une alerte, même comme certains ont dit que non, il a remis la décision le 30 juin. J'ai donc fouillé partout et dans aucune administration, il n'y avait cette démission, puisque lui-même le 3 juillet disait que la décision, sa démission parviendra à qui de droit? Nous sommes le 3 juillet. Il ne pouvait donc pas démissionner le 30 juin et lui-même dit que il n'a pas encore envoyé sa démission le 3 juillet. Le 5 août, j'ai encore fait un post pour dire qu'il n'y avait pas une démission ferme. C'est alors que Jeune Afrique a fait une publication. Et après cette publication, où Jeune Afrique disait que le ministre, l'ancien ministre de l'État, Bello Bouba Maïgari, a rencontré Egebe Aïssi, à peine sorti cette décision, cet article, qui était comme un véritable coup de pied dans la fourmilière, dans la même soirée, on a vu un acte signé de Séraphin Fouda, secrétaire général au Premier ministère. Chacun d'entre vous a pu lire cela, mais aussi avec grand étonnement. C'est-à-dire que je venais de parler, je venais de dire que mais qu'est-ce qui se passe et que j'ai dit, je dois prendre ce dossier. Jeune Afrique également, qui certainement enquêtait sur ça, publie des informations. Et la même soirée, dans la nuit, on voit un communiqué numéro 005-SG-PM du 6 août 2025. Le secrétaire général des services du Premier ministre communique en exécution des très hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, a chargé Monsieur Mbairobe Gabriel, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, d'assurer la continuité du service public au ministère du Tourisme et des Loisirs. Yaoundé le 6 août 2025, le secrétaire général des services du Premier ministre, Fouda Séraphin Magouar. L'administration est écrite. Vous êtes donc d'accord avec moi que la démission de Bello Bouba Maïgari prend effet le 6 août. Le 6 août. Pourtant, cette démission nous avait été annoncée en juin. C'est le 6 août. Bon. Le 6 août, qu'est-ce qui s'est donc passé? Paul Biya n'avait pas reçu le courrier. Et pourquoi ce courrier arrive en pleine nuit? On est parti réveiller Paul Biya
Biya, ou bien c'est Ngongo qui est dit en pleine nuit, lorsque l'article est déjà sorti, et que j'avais déjà annoncé que j'allais intervenir. Bloup, le papier sort. Ce papier également vient précéder une conférence de presse annoncée par Bello Bouba lui-même. Parce que ce soit au sein des équipes et à gauche et à droite, on voulait avoir des éléments parce que l'administration est écrite. On vous nomme par décret. Le décret ne se cache pas. On démissionne aussi officiellement et publiquement. Et un acte administratif doit prouver cette démission. D'autant plus que, contrairement à Issa Tchourouma, on n'avait pas nommé pendant tout ce temps un remplaçant. Nous passons. Il faut donc savoir que il y a d'abord une première hypothèse. Parce que, après l'annonce d'un point de presse, certainement Bello Bouba allait passer à table. Mais comme il y avait aussi des interrogations, et peut-être certaines déclarations qui peuvent mettre à mal certains candidats, parce que nous faisons nos enquêtes, eh bien Bello Bouba avait décidé de passer en mode conférence de presse. Et cette conférence de presse, parce que c'est différent, le point de presse, vous ne prenez que 3 ou 4 questions et vous partez. Mais là, il a accepté. Et ça, je le félicite. Cet exercice d'aller face aux journalistes répondre à toutes les questions. C'est-à-dire un pas par rapport à Biya, qui n'a jamais accepté de vraies conférences de presse parce qu'il arrive là, une petite chose, c'est comme qu'il a vu Macron qu'il fait un point de presse et puis basta. Comment comprendre que la lettre a été adressée à Biya de démission et que ce n'est que 2 mois après qu'elle parvienne à Biya. Et puis, c'est maintenant le secrétaire général qui vient signer ça en pleine nuit, juste avant la conférence de presse de Bello Bouba et juste après l'article de Jeune Afrique. Nous avons essayé d'enquêter. S'il est vrai que nous n'avons pas trouvé de courrier auprès du secrétariat général, on nous a quand même fait croire que, et ça, j'ai foi en ça, en cette déclaration, que Bello Bouba aurait déposé son courrier auprès d'un Bondayolo au mois de juillet. Après le congrès, après ce qu'il avait avec son parti, la grande réunion au palais des congrès, après le congrès du palais des congrès, il aurait envoyé des émissaires déposer la lettre auprès de Vondo Ayolo. Je n'ai pas de document. Ça, je ne peux pas vous mentir. Je vous dis ce qui m'a été rapporté. Pour que je sache exactement ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que la lettre n'arrivait pas? Mbondayolo est quand même supposé voir Biya. Biya est supposé travailler au-dessus de Mbondayolo. Est-ce qu'un courrier qui est déposé entre le 3 et le 5 juillet, tout le mois de juillet, ça n'arrive pas. Le mois d'août recommence. Et c'est là où on se rend compte que il faudrait maintenant désigner quelqu'un et accepter cette démission. Selon les informations que j'ai eues, c'est devenu 2022 que Bello Bouba aurait souhaité ne plus trop continuer avec le gouvernement, le régime, selon ce qui m'a été dit. Et que également au congrès de 2023,
il aurait, après le congrès, il aurait signifié cela, il y a qui lui aurait aussi posé une question. Est-ce que tu veux être candidat à l'élection présidentielle? Bello Bouba aurait donc répondu par non, de toutes les façons. Si vous répondez non devant Biya, vous savez dire que si vous répondez oui, c'est-à-dire, vous savez ce qui vous attend. Entre-temps, est-ce qu'ils se sont vus? Il ne l'a pas dit. Et nul ne me dit, ne me prouve qu'ils se sont vus. Qu'est-ce qu'il y avait comme deal entre eux? Pour l'instant, bouche bée. Personne ne dit rien. Mais une information des jeunes d'Afrique révèle donc que Egebayisi était chez Bello Bouba. Je suis journaliste d'investigation. Et je peux vous dire, cette information est vraie à 100%. Cette information est vraie, d'autant plus que c'est le vendredi, après la prière. Et Egebayisi est arrivé chez Bello Bouba dans une Toyota Yaris avec des vitres fumées. Et Egebayisi a été reçu. Et il a rendu compte à qui de droit au palais, qui devrait transmettre certainement encore à Bongo. En rendant compte il souligne qu'il a été reçu au premier salon. Je ne connais pas la maison de Bello, mais je peux vous dire qu'il a 2 salons. Un premier grand salon, puis un petit. Et c'est dans ce salon qu'ils ont parlé de la future élection. Je ne veux pas donner tous les points et ce qui a été rendu comme rapport. Mais quand même, c'était de ne pas mettre aussi à mal Biya. Parce qu'une question est revenue et ce que au rapport de Egebayisi fait croire, c'est comme si il n'était pas tout, il n'avait pas, bon voilà, je mets 3 points d'interrogation. Cette rencontre était donc secrète. Mais compte tenu du fait que tout ce que les opposants peuvent faire actuellement, il y a la DGRE qui est derrière eux, qui surveille les maisons, il y a le CED, il y a la DGSN, il y a le SMIT. Tous sont derrière eux. Ils surveillent donc, ils voient ceci. Je dis bien que Egebayisi était dans une Yaris, vitre fumée. Je peux encore aller beaucoup plus loin. Mais je m'arrête d'abord là. Parce que Bello Bouba lui-même va expliquer un certain nombre de choses lors de sa conférence de presse. Et Egebayisi, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'un des piliers du régime. Il faut savoir que Biya, quand il se met au pouvoir, quand il vient au pouvoir, c'est là-bas, à la Léquier, qu'il ira récupérer les pouvoirs mystiques. Et celui qui faisait toujours le premier rituel et qui appelait Biya à se présenter, c'était Ndongo Isomba. Ndongo Isomba, c'est Egebayisi qui a pris le relais. Même comme Ndongo Soumet, qui est au palais, qui est conseiller et qui est beaucoup trop proche de Ngongo, voudrait aussi aujourd'hui le dévancer. Mais Egebayisi en même temps, il a un problème.
c'est qu'il y a eu une enquête qui a été ouverte contre lui. Et il sait très bien que dans le futur gouvernement, lui-même, s'il ne mouille pas beaucoup le maillot, il sera remplacé par Célestin Bédiké. Il a donc mouillé le maillot. A-t-il réussi? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Toujours est-il que, et c'est là où il faut faire très attention, le régime Biya a prévu infiltrer l'opposition et financer pour assurer une deuxième place à quelqu'un. Et c'est celui-là qui va vite reconnaître la victoire de Biya et puis quelques straponteurs, ainsi de suite. Et il y a donc des gros moyens. Et ces gros moyens, selon le régime Biya, je ne veux pas encore donner tous les détails, mais il est dit, il est établi que ils sont prêts à mettre des moyens derrière quelqu'un qui sera opposant. Mais donc, le rôle est aussi de récupérer Maurice Kamto. C'est-à-dire, lui proposer le remboursement des frais qu'il avait dépensés de ceci et de cela, et ainsi de suite. Voire, je sais que Maurice Kamto est intelligent et qu'il verra les agissements de beaucoup de gens. Je dis bien, je ne donne pas encore des noms, mais je vous dis que voilà le plan. C'est pour cela qu'ils ont parlé du nord-sud. C'est-à-dire qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent, ce qu'il y a dans la tête des gens, c'est que le pouvoir doit rentrer au nord. On se retrouve donc avec deux grands du nord, Birobouba et Issa Chiroma. L'histoire de l'opposition, et s'il y a des suspicions, c'est parce que souvent, l'opposition a donné l'impression d'être unie. Mais à la dernière minute, elle cède toujours à la tentation. Et c'est d'ailleurs ça que reprend ici un frère. Parce qu'il a beaucoup lutté, il était dans ce qu'on appelle la Sainte Trinité de la presse. C'est-à-dire que si on parle des gens qui ont été des piliers de la communication, de la liberté d'expression, qui ont bagarré contre ce régime, il y a Benjamin Zévazi. Parce qu'il y avait les tous Ndaoué qui sont morts. Mais lui, il est resté. Il a écrit un petit article que je vais relire après l'article de Jeune Afrique. Lettre ouverte au président national de l'UNDP, Bello Bouba Maïgari. Monsieur le Président, je viens de passer une très mauvaise nuit après la lecture d'un article de presse relatant une visite à votre domicile d'un émissaire du RDPC, en la personne du ministre Eira ici. Le journal panafricain qui relate cette rencontre dit beaucoup de bêtises depuis une dizaine d'années, mais pour le coup, son article semble assez bien documenté. Malgré vos nombreux manquements passés, nous sommes nombreux à vouloir voter pour vous, si Maurice Kamto le demande. Cet article a réveillé en moi quelque chose de particulièrement douloureux. Je me suis revu il y a plus de 30 ans, à la tête d'un des principaux médias du pays, en train de me préparer avec mes collègues pour me rendre à l'aéroport afin de vous accueillir triomphalement après votre retour d'un long exil. Nous pensions que ce retour allait renforcer le principal parti politique de l'opposition qui était l'UNDP, avec le président Samuel Eboa à sa tête, et surtout que les jours du président Biya en tant que président de la République étaient désormais comptés. Très vite,
vous avez douché notre enthousiasme en organisant la mise à l'écart brutale de Samuel Eboa afin de vous livrer avec l'UNDP, points et mains liés au clan Biya, au point où vous êtes désormais malheureusement comptable de la situation catastrophique dans laquelle se trouve ce pays. Or, pour être honnête, vous ne pouvez pas dire que ces gens du RDPC vous ont traité à la hauteur de votre dévouement. Vous n'avez cessé de descendre dans la hiérarchie gouvernementale, malgré le titre de ministre d'État, au point de finir au poste infamant pour un ancien Premier ministre, des ministres du Tourisme, avec un budget famélique. Ultime humiliation. Pas de manœuvre frauduleuse. Le RDPC a tout fait pour diminuer l'influence de l'UNDP dans les régions du Grand Nord. Vous devez contribuer au sauvetage de ce pays, ne serait-ce que pour réhabiliter la mémoire du président Ahidjo, votre mentor en politique. Les hasards de la vie sont ainsi faits. Vous avez à votre âge une ultime chance de laver tous les soupçons légitimes qui pèsent sur votre longue carrière politique. Regardez dans quel état se trouve le pays. Pas plus tard qu'hier, j'apprenais qu'une pénurie d'insuline et de ventoline frappait le secteur médical, mettant en danger la vie des diabétiques et asthmatiques, comme moi. Vous voulez être comptable jusqu'à votre tombe des éléments de ce pouvoir? Nous sommes nombreux à penser que Maurice Kamto, Issa Chiroma et vous êtes les seuls à pouvoir mettre en place une coalition gagnante. Je sais aussi qu'entre M. Chiroma et vous, il existera toujours une sorte de méfiance et qui, de mon point de vue, est entièrement de votre faute. Mais les enjeux sont bien trop importants pour que nous passions le temps à nous demander, par exemple, pourquoi Allah ne pouvait pas s'appeler autrement. D'ailleurs, vos bases électorales respectives ne sont pas prêtes à accepter une ultime compromission avec ce pouvoir qui a renvoyé les régions du Grand Nord à l'âge de la pierre taillée. Monsieur le Président Bello, êtes-vous prêt à laisser ce pays dirigé par une photo et une crinière? À vous de répondre. Mais sachez que nous avons besoin de vous. Benjamin Zévazier me dit, comme mon petit son, quelque chose comme ça. Il faut toujours se baser sur l'histoire. Et cette histoire qu'il relate est douloureuse. C'est douloureuse parce que depuis 1992, on est passé par des trahisons. Je ne veux pas revenir d'abord sur ces trahisons. En 1997, encore trahison. En 2004, encore trahison. On peut même citer 2011, encore trahison de l'opposition. L'UNDP aurait même pu prendre le pouvoir. Parce qu'on se souvient de ces années de gloire. N'oublions pas qu'en 1997, l'UNDP avait plus de 65 députés à l'Assemblée. Mais il est arrivé que le régime Biya, qui devait être mis en minorité, parce que c'est à partir de cet instant que le Cameroun devait changer avec des nouvelles lois. Mais le régime Biya est venu offrir de l'argent aux opposants. Les Antar Gassagaï, les Kodok, voilà. C'est comme ça qu'ils ont vendu, pour que le RDPC ait la majorité.
Il y a eu des réunions où Bello, qui est un grand commis de l'État, donnait sa parole. Mais ne tenait pas à cette parole. Même le boycott de l'opposition des élections, quand on se retrouve aujourd'hui avec le code électoral et puis tout, je me souviens qu'ils s'étaient réunis, eux tous là, certains me disaient étaient là, avec les Fundi et Feu Ndamjoya. Ils étaient sortis de réunion à 19h30 en disant qu'ils boycottent l'élection jusqu'à ce que le régime accepte un nouveau code électoral. Mais le même jour à 20h, notre grand frère Bello avait tourné la veste pour dire lui il participe à cette élection-là. Dans ma verte jeunesse, je me souviendrai toujours que j'avais déjà pleuré. Issa Chiroma n'est pas du reste, lui-même. Puisque lui-même aussi, il a été ministre en abandonnant l'opposition. Puis en 96, voilà, il est sorti du gouvernement. Parce qu'il sortait quand même des prisons de Yoko. Mais bien entendu, encore une perche, un piège, un fromage. Il est sorti du gouvernement en 96, puis est revenu dans l'opposition. Avant de repartir encore dans le gouvernement. C'est pour cela que je ne donne pas le chèque en blanc. Il faut que nos nouveaux opposants ne nous jouent plus ce jeu-là. Et qu'ils soient percutants contre Biya. Si vous voulez faire le jeu que vous protégez Biya, parce que vous avez ceci, vous avez signé vos choses, je vais vous dénoncer. Maurice Kamto a été très offensif envers Biya. Pourtant, il a été dans ce régime-là. Mais il n'a pas mâché ses mots. Et c'est ce que j'exige, que je demande à ceux qui veulent aujourd'hui se racheter. Beaucoup de choses ont été dites pour détourner l'attention du peuple camerounais. J'ai par exemple lu une lettre de Bello adressée à Maurice Kamto, une lettre de soutien. Après le verdict de la Cour constitutionnelle. Ce sont les cabinets noirs. Bello Bouba n'a jamais écrit cette lettre à Maurice Kamto. Bello Bouba n'a pas écrit, je vous dis, posez-lui cette question en conférence de presse. S'il est l'auteur de la lettre où il condamne le Conseil constitutionnel, dit que la candidature de Maurice Kamto devait être validée, ce n'est pas Bello Bouba. Au moins, je reconnais une qualité en lui. Il reconnaît souvent ses fautes et surtout, il ne peut pas endosser une fausse responsabilité. Ce n'est pas sa lettre, ça a été fabriqué. C'est la même chose que j'ai lu aujourd'hui. Que, oh, tel VDH soutenir Bello Bouba, et tel autre à quel Bouba, VDH supporter, est déjà derrière la candidature de Bello Bouba. C'est des fake, des cabinets noirs. Pourquoi? Parce que le vendredi 8, c'est le jour où le groupe de Fumban a décidé de se réunir. Et dans ce groupe, il y a déjà plusieurs acteurs qui ont signé une lettre commune. Donc, Akele Mouna, Tomaino Ndamjoya, et même
Issa Chiroma qui a eu à se faire représenter, Bello Bouba n'était pas là. Mais cette fois-ci, on lui a envoyé une lettre pour qu'il soit là. On ne peut pas être derrière quelqu'un si lui-même ne fait pas partie du mouvement. On ne peut pas décréter subitement pour diviser les autres, pour désorienter, que non, Akeremouna a déjà dit qu'il soutient Bello Bouba. Non. Mais comment on soutient des gens sans même se rencontrer, sans signer les accords, sans signer ceci? Trouver un candidat veut dire que vous allez signer les accords. Ce n'est pas de façon verbale, ce n'est pas pour diriger, parce que en même temps, les gens d'étudier sont en train de vouloir orienter tel, de venir mettre les autres en porte-à-faux. Non. Ça devrait se décider comme la Cour constitutionnelle a fait là, en toute collégialité. Eux tous ils ont dit que non, condamnons Kamto, il mérite la mort, il mérite la suspension, il mérite. Voilà. Je ne juge pas encore, mais j'avertis. Parce que je suis non seulement journaliste, mais parce que j'ai ce rôle historique de ne pas donner, de ne pas blanchir quelqu'un dont je ne connais pas encore le fond. Mais je me dois de rappeler. Parce que même dans le CV, on va vous dire, vous avez déjà fait la prison, vous avez déjà volé, vous avez déjà fait ceci, ça ne s'enlève pas. Si vous avez trahi, oui, vous pouvez bien vous repentir. Saoul est devenu Paul. Mais il ne faut pas que le régime Biya profite des faiblesses de certains opposants, de venir avec de l'argent et de dire à certaines personnes que ceci et cela. Non. Issa Chiroma, c'est quelqu'un qui a fait du mal beaucoup à l'opposition, mais il a aussi été juste parce qu'il a reconnu que quand tu sers, tu dois mentir. Il a certainement fait ses confessions. Et d'ailleurs, quand on voit le régime agir contre lui, on dirait qu'ils ont aussi beaucoup peur de lui. Ceux qui sont dans l'opposition n'ont aucune excuse de renégocier avec le gouvernement. Même si c'est vos amis, laissez d'abord ça là-bas. Finissons d'abord l'élection, puis vous recommencez vos amitiés. Vous recommencez vos amitiés. Vous n'allez pas nous dire que non, vraiment, c'est que nous, on parlait, on prenait seulement un café, on faisait ceci. C'est qu'en réalité, on m'a déjà retiré. Si on m'a retiré ça, bon, non. Non. Depuis 92, on nous fait. L'opposition nous déçoit. Les coalitions sont toujours vendues. Aujourd'hui, on ne va pas commencer avec des fake news, avec ceci, avec cela, nous pousser vers quelqu'un. Si quelqu'un veut être un opposant, il s'adresse au peuple camerounais, reconnaît ses fautes. À part ça, on prend même quelqu'un, à l'instar comme on a fait au Sénégal. Pourquoi même pas une femme, Toumaïnou? Pourquoi pas un anglo? Pourquoi pas Akere? Pourquoi pas un nouveau jeune là? Non, 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 vous allez encore me dire jeune, bon. Même là, bon. Mais on ne doit pas retomber dans les mêmes erreurs. D'ailleurs, aujourd'hui, dîner avec le diable, il finit toujours par chercher à te couper le bras. Vous voyez maintenant les confessions de Issa Chiroma. Oui, ils veulent finir avec lui. Et après cette élection, si l'opposition ne passe pas, eh bien, on peut déjà être sûr d'une chose, c'est que Issa Chiroma, lui, définitivement, il perdra la mise. Et il sera directement en prison.
Mesdames et messieurs, je vous invite donc, malgré l'arrêt de la chaîne YouTube, tout en espérant que, et en présentant les excuses à ceux qui n'ont pas pu suivre la suite de ce direct, de ce développement, de rester donc scotché et d'écouter aussi Issa Chiroma, qui est déjà persécuté, comme nous l'avons été depuis fort longtemps, et comme d'autres ont subi les assauts de ces régimes que lui-même félicitait et dont il connaît aujourd'hui la méchanceté. Issa Chiroma, opposant, engagé, va-t-il résister à la furia du régime? Écoutons-le. Maintenant, je suis interdit de sortir du Cameroun. Si moi j'étais leur agent, est-ce qu'ils se seraient comportés comme ils se comportent? Parce qu'ils ont compris une chose. Le compte à rebours de leur chef est déclenché. Le compte à rebours. Encore 70 jours. Et puis ils vont plier bagage. Personne ne peut gouverner le Cameroun sans cocher la case septentrionale. Ça, c'est connu de tout le monde. Personne ne peut accéder au pouvoir s'il n'est pas élu, s'il n'est pas voté par ce qu'on appelle le septentrion. C'est un privilège. Ça atteste de ce que ce n'est pas l'argent qui gouverne, ce n'est pas l'intelligence qui gouverne, mais c'est plutôt le nombre, c'est-à-dire le peuple. Parce qu'il est établi que 50% des gens qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui ont leur carte d'identité et leur carte d'électeur, c'est eux qui décideront quant à qui gouvernera la nation. Nous allons nous organiser de telle façon à faire ce que l'État ne peut pas faire. Il faut qu'on se structure pour prendre en main notre propre destin et bâtir. Voir nos enfants assis à même le sol. Voir nos enfants sous les hangars qui tiennent lieu de salle de classe. Voir nos enfants, c'est des choses qu'une société structurée pourrait faire. Des chefs traditionnels, les blancs, regardez le suisse. J'ai également eu à rencontrer, à confier des responsabilités à quelques personnes à Bruxelles. Langlois, Ilalifa, et ainsi de suite. Ça tombe très bien. Vous serez donc une force, un levier très important pour la promotion, pour la conscientisation, pour la sensibilisation. Vous serez donc parmi ces acteurs. Nous sommes dans la phase où nous devons travailler en urgence. On ne parle pas de la création de comités de base sous section, non. Aujourd'hui, il faut sensibiliser, d'abord pour l'élection présidentielle, ce dont nous avons besoin en urgence, c'est la sécurisation du vote. Il faut sécuriser le vote. Pour sécuriser le vote, il faut absolument que nous ayons des scrutateurs. Très important. Ces scrutateurs, nous en avons besoin maximum dans 5-6 jours, pas plus. Parce que le délai de rigueur imposé par l'ECAM, il faudrait que tous les scrutateurs sur l'ensemble du territoire soient portés à la connaissance de l'ECAM pour les investir dans cette mission. Et il y a autant de bureaux de vote que de scrutateurs multipliés par 2. Parce que dans chaque bureau de vote, il faudrait qu'il y ait 2 scrutateurs pour surveiller le vote. Vous savez, le RDPC n'est fort que dans le vol de vote. Dans le bourrage des urnes. Dans le bourrage des urnes. Mais je vous dis tous, après 43 ans, vous voyez où vous êtes. Surtout vous les jeunes, partout où vous irez, rendez compte. Nous avons
moins de 70 jours pour construire le changement. Moins de 70 jours. Tenez-vous bien. Si nous loupons, c'est parti pour 20 ans. Il faut que vous le compreniez. Nous avons 70 jours. Le nouveau jour qui doit poindre à l'horizon, qui doit se lever, c'est dans 70 jours. Mais si nous loupons, tous, la personne ne travaillera pas. Personne. Pas comme Ouattara. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre ethnie, quel que soit le parti auquel vous appartenez, la preuve, nous travaillons en mode d'urgence. Nous n'allons pas faire ça par amour. Nous allons faire ça par devoir. Nous allons faire ça par obligation. Par obligation. Les jeunes, j'ai abandonné une position de privilège, d'avantage. Un ministre a des avantages, a des privilèges qui sont attachés à la fonction. J'ai décidé de tout abandonner parce que je suis porteur de l'attente et de l'espoir de toutes les populations dont je suis porteur d'espoir. C'est donc pour cette raison que je mets sur vous cette pression. Il faut que vous le compreniez. 70 jours. Nous construisons l'avenir. Vous devenez des bâtisseurs de votre nation. Nous loupons. Moi, je serai parti. Mais pendant 20 ans. Parce que le président Biya a mis 23 ans. Le président Biya a mis 43 ans aujourd'hui. Ok? Si nous loupons cette opportunité de construire le changement, si nous loupons cette opportunité, on est parti pour 20 ans. Il faut intégrer ça dans votre tête. Ce que vous faites les jeunes, ce n'est pas un amusement. Vous êtes en train de penser à votre avenir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est votre avenir. 70 jours pour obtenir qu'un nouveau soleil se lève. 70 jours. Voilà. La situation est sérieuse. La situation est grave. La situation est grave, mais est-ce que tous les opposants voient vraiment que cette situation est grave? Puisque beaucoup ne pensent qu'à eux et se voient comme des héros. Vous avez pu constater d'ailleurs la lettre de Joshua aussi. Les malheurs de Kamto ne lui ont rien dit, que ce soit devant Erekam ou devant la Cour constitutionnelle. Mais voilà Joshua aussi, qui devient Jésus. Parce que on l'appelait Jésus, au départ, Joshua, Ben Youssef. Le voilà qui se présente comme le Messie. Il dit qu'il demande à tous les opposants de se mettre derrière lui. Qu'il est le seul capable maintenant de battre Biya. Où est la sorcellerie? Joshua aussi est sorti 4e. Il ne fait que dégringoler. Joshua aussi s'est compromis avec le régime Biya. Joshua aussi fait partie de ceux-là qui il est questeur à l'Assemblée nationale. Il a fait comment pour être là-bas? Et c'est lui qui va battre Biya. Il refuse d'assister à la moindre réunion d'une coalition. On l'évite, hein? Il refuse. Mais il vient, il se tient et dit oui, comme je suis bébé Joufflu, le plus beau, venez auprès de moi. Mais c'est pas possible. Et ce qui est très grave, c'est que le groupe de Douala, pas le groupe de Douala, le groupe de Fumban s'est déplacé. Parce qu'à Fumban, l'histoire du Cameroun, c'est écrit à Fumban.
La réunification, c'est Fumban. Et d'ailleurs aussi, cette ville était historique dans la mesure où Madame Toemano Ndamjoya est la veuve de Adamou Ndamjoya, qui, elle, restait l'un des hommes les plus intègres. Et elle est la seule candidate dans ce groupe-là à avoir un mandat de député. Donc dans la mairie, tu ne peux pas venir avec les militaires, les gendarmes, les policiers pour dire « je ne veux pas de réunion », comme ils font souvent. Parce qu'elle a une mairie, elle peut organiser ça là-bas. À Fumban, tu ne peux pas. Ils en ont fait ça. Ils sont partis voir le chef Soukudjou pour obtenir sa bénédiction. Il a dit, allez-y, unissez-vous et gagnez. Mais vous vous rendez compte que dès qu'ils sont partis, Joshua est parti là-bas. Il a dit que c'est lui qui a le plus beau programme. Vous pouvez le lire, hein, voilà son programme là. Suppression des références ethniques du régional dans ceci, etc. Régional dans les documents. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vais baisser. Vous le baissez. Non. Il y a trop de bruit, il y a trop de musique là. Donc voilà le programme de Joshua ici. Déclaration des intérêts des dirigeants de l'État. Voilà. Il part voir le chef Soukudjou. C'est-à-dire que les opposants se sont réunis. On lui a dit, allons à Fumban et on va voir les chefs traditionnels à l'ouest, dont Soukudjou, qui est un véritable monument. Joshua s'y refuse. Dès qu'ils sont partis, Joshua revient avec le ventre, les fesses là-bas. Il veut voir nos chefs. Il entre. On dit comment? Il dit que je suis venu pour l'onction comme je veux devenir président là. C'est Dieu m'a choisi. C'est moi qui suis vraiment le plus. Vous voyez que c'est. Ce que je lui ai dit que ici, j'ai déjà reçu tes frères. Va les voir. Vous partez chasser ensemble la panthère. Et vous revenez avec la tête de la panthère. Ne dites pas ici derrière. C'est exactement comme ça que l'opposition fonctionne au Cameroun. Vous voyez un type comme Joshua, il dit qu'il est jeune, il dit qu'il est ceci, qu'il est cela, qu'il est percutant, qu'il est... Mais il appelle les autres à venir se joindre à lui. Il fait le super boss. Tout le monde veut faire du biaïsme. C'est-à-dire, tu es là, tu croises les pieds, tu te vois le plus beau, les autres, ils sont en train de bosser parce que tu es le plus magnifique, tu es ceci, on vient se mettre à genoux, on t'offre le pouvoir. Mais c'est pas possible. Ce que nous dénonçons donc aujourd'hui, comme justement, j'ai parlé de l'affaire, veuillez m'excuser, ce que j'ai dénoncé et que je continuerai à dénoncer, c'est justement ces prétentions hautaines d'une opposition qui, bien que compromise, veut continuer à duper le peuple camerounais, veut continuer à jouer double jeu avec le RDPC et le peuple camerounais. Ça, cette opposition-là ne peut plus fleurir. Le peuple camerounais a mûri. Et le peuple ne se laissera plus duper. Aujourd'hui, il faudrait que Maurice Kamto, dans sa façon de pouvoir agir, qu'il réfléchisse mûrement, qu'il tâte la réalité et qu'il lance lui-même l'enquête de moralité sur ces candidats qui sont là et qui risque plutôt de le trahir. Ce candidat qui veut lui promettre n'importe quoi, qu'il se pose d'abord les questions, vous, qui vous a donné même de l'argent là? Qui vous a donné ça? Il faut qu'il commence par là. Et ce n'est que par là que lorsqu'il donnera sa voix et que vous surveillerez vos votes, on pourra avoir un véritable changement. Sinon, ce que Soukudjou dit depuis, ce que les autres voient depuis,
c'est que le Cameroun va plonger encore dans un cycle avec les Ngongo et la bande de renards, de fossoyeurs, de voleurs, de pilleurs, des gens qui ne sont là que pour des assassinats rituels. On va plonger dans l'obscurantisme. 2025 doit être l'année du changement et non l'année du découragement. De même, nous ne devons pas accepter les candidats par manipulation qu'on vienne les laver plus blancs que linge. Que les candidats qui ont parfois déçu le peuple camerounais aient la grandeur d'esprit, non seulement de demander pardon, de se purifier et de ne plus être des doublons du régime. Qu'ils se disent aujourd'hui qu'ils ont une mission historique. Maurice Kamto a travaillé beaucoup pour arriver à ce niveau depuis des années. D'autres ne faisaient que manger. Donc ce n'est pas les gens qui ont beaucoup mangé qui vont dire que c'est nous qui sommes seulement les seuls libérateurs. Non. Quand ils viennent, ils ne sont pas des locomotives. Ils avaient déjà mangé et doivent maintenant venir solliciter avec humilité l'onction du peuple, l'onction des autres candidats, l'onction de ce qu'on peut appeler le faiseur du roi. Vous vous rendez compte? Je vois aussi, il s'imagine président. Donc, quand on va se lever comme ça pour dire que votez Joshua aussi. Quand on tente de dire ça, moi-même, je vais le laver ici avec le soc Makaba. Je vais le laver correctement et bien. Parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes individus qui nous trompent depuis. Il va résoudre la crise anglophone. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui est député, qui n'a jamais mis à l'ordre du jour, qui n'a jamais demandé à l'ordre du jour de débattre à l'Assemblée de la crise anglophone. Et puis c'est lui que vous allez dire que oh, il va résoudre la crise anglophone. Ah non. Joshua n'est ni anglophone, ni francophone. C'est bébé joufflu. Il mangeait sa part pour lui. Tout pour son ventre et rien pour les autres. Maurice Kamto, en même temps, reste encore un guide. Après la gifle de l'Écam, il s'est relevé. Et bien sûr, il a encore repris le bâton de pèlerin pour ne pas laisser ses troupes. Alors que l'heure fatale approche, que le choix devrait s'imposer, Maurice Kamto a repris la parole pour vous dire exactement ce que je vous disais. Ne vous découragez pas. N'ayez pas peur. Le combat n'est pas terminé. Le combat se poursuit. C'est maintenant alors que vous devez vous-même être encore beaucoup plus prêt, avoir de l'énergie, parce que le vrai tournant est arrivé, là où le changement nécessite la fusion d'énergie, la détermination d'un peuple, l'union, pour que on aille définitivement mettre hors du palais les vieux lions et autres fauves qui nuisent à l'avancée de la nation. Maurice Kamto reprend la parole après avoir été enterré à la Cour constitutionnelle. Résurrection. J'espère que nous allons... Le 26 juillet 2025, le Conseil électoral de l'ECAM a rejeté ma candidature à l'élection présidentielle régulièrement présentée par le Manidem. Le 28 juillet, j'ai déposé un recours contre
contre cette décision infondée devant le Conseil constitutionnel. Le 4 août, nous avons présenté à cette haute instance tous les arguments de fait et de droit qui plaidaient en faveur de la validation de ma candidature, ainsi que les éléments de preuve qui établissaient l'imposture de la seconde candidature attribuée au Manidem. Le 5 août, au terme de son délibéré, le Conseil constitutionnel a rejeté mon recours demandant la validation de ma candidature au motif qu'il est non fondé. La décision de m'écarter de l'élection présidentielle de 2025 a été prise de longue date par le régime RDPC. Ce régime n'a jamais supporté que nous ayons évité le gros piège politique des élections législatives et municipales de 2020 en choisissant le boycott. Le régime voulait détruire le MRC à travers ces élections et ne nous a jamais pardonné d'y avoir échappé. Dès lors, la campagne de diabolisation du MRC et de son président national était lancée et la décision d'empêcher ce dernier, par tous les moyens, de prendre part à l'élection présidentielle de 2025 était prise. C'est dans cet esprit que les élections législatives et municipales prévues en février 2025 ont été reportées à mars 2026 afin d'empêcher le MRC d'avoir des élus et de pouvoir présenter son candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le régime RDPC a organisé pendant plusieurs mois de faux débats sur la nullité du mandat impératif pour montrer malgré cela que le MRC ne pourra pas présenter de candidat sous sa bannière et que s'il tentait de le faire, celle-ci serait rejetée et le pouvoir veillerait à ce qu'il n'y ait pas la moindre protestation. Bien plus, on nous a indiqué la seule voie qui s'offrait à nous. Faire présenter ma candidature par un des 18 partis politiques ayant obtenu des élus à l'issue des élections de 2020. Je dois redire que rien n'interdisait au MRC de présenter un candidat à cette élection présidentielle. Mais il fallait éviter de donner au régime un prétexte pour rejeter une candidature présentée par le MRC, car le rejet de la nullité du mandat impératif était devenu pour ce régime une question de vie ou de mort. La présentation inattendue de ma candidature sous la bannière du Manidem fut un choc à peine voilé pour le pouvoir de Yaoundé. Pris de court, le régime en place s'est empressé de fabriquer un nouveau président de Manidem ainsi que son dossier de candidature pour créer artificiellement ce qu'on a appelé une pluralité d'investiture. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'adresse mes remerciements chaleureux à tous ceux nombreux qui m'ont manifesté sans relâche leur soutien patriotique et démocratique durant cet épisode qui vient de se dénouer devant le Conseil constitutionnel le mardi 5 août 2025. Je remercie tout particulièrement l'honorable Jean-Michel Ninche, président national du FCC, coordonnateur de l'APC, ainsi que tous les membres de l'APC qui avaient décidé de porter ma candidature. Dans la même veine, je remercie le président national du Manidem, M. Anissé Georges Ekané, pour son patriotisme remarquable et son sens de l'histoire, sa fidélité aux idéaux qui fondèrent son engagement politique, son courage et sa détermination à voir notre pays reprendre sa marche nationaliste vers le progrès. C'est aussi pour moi l'occasion de saluer l'engagement exceptionnel de tous les responsables ainsi que les militants du Manidem pour leur soutien à ma candidature. J'exprime ma reconnaissance aux dirigeants et aux nombreux militants du MRC pour leur soutien indéfectible, leur engagement inébranlable et leur courage remarquable face aux multiples épreuves qui lui sont imposées au quotidien
par un régime sans inspiration ni aucune vision pour le pays. Mes chers compatriotes, j'ai dit et répété que je ne vous trahirai pas. Et je ne vous ai pas trahi. En revanche, le Conseil constitutionnel, la justice et les CAM, le pouvoir en place à travers le ministère de l'administration territoriale notamment, qui a été de tous les mauvais coups contre nous, vous ont trahi sans état d'âme. La communauté internationale, notamment l'Organisation des Nations Unies, qui a signé une convention secrète avec l'ENECAM le 9 mai 2025, prétendument pour garantir la transparence de l'élection présidentielle de 2025, vous a trahi. Cette communauté internationale, si prompte à se montrer aux côtés de la dictature qui écrase le peuple camerounais, ne s'est pas senti concernée par le crime politique du régime RDPC contre notre peuple. Bien au contraire, elle s'est assise sur les valeurs qu'elle dit promouvoir et qu'elle prétend défendre. Mes chers compatriotes, dans le cadre de la préparation de ma campagne à l'élection présidentielle d'octobre prochain, j'ai procédé le 30 janvier 2025 au lancement de la levée des fonds irrelatifs conformément à la législation en vigueur. Suite au rejet de ma candidature, j'informe l'opinion publique que les contributions pour ma campagne à la dite élection sont désormais closes. En dépit des dépenses déjà effectuées dans le cadre de cette campagne, j'informe qu'il sera procédé au remboursement des contributions reçues dans les comptes bancaires ouverts à cette occasion, ainsi que dans les différents comptes chez les opérateurs mobiles. Des mesures d'ordre pratique sont en train d'être prises à cet effet. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je suis debout et resterai à vos côtés. La lutte continue. Vive le Cameroun. Celui qui a été renversé reste debout. Combien de fois vous? Celui qui a servi le pays a été trimballé dans la boue. Et malgré tout, il n'a pas voulu monter sur des grands chevaux pour dire « je me lave les mains ». Il aurait pu vous abandonner, nous abandonner, parce qu'il a déjà fait sa vie, réussi sa vie. Mais il est toujours à côté de vous. On peut le détester, on peut le mépriser, mais il faut reconnaître quand même une chose, c'est un homme déterminé. Vaincre une dictature, il faut la détermination. Il faut l'engagement à rompre. Il ne faut pas des gens qui ont des brosses à reluire, des peurs. Il faut des gens qui sont capables d'aller au choc, de subir le choc. Maurice Kamto continue donc, à vous également, gardez vos cartes. Et comme je l'ai dit, tous les opposants ne sont pas sains. Mais cependant, il y en aura qui auront moins de tâches. Cette sélection lui incombe également. Et nous incombe aussi. Parce que nous devons surveiller. Je ne suis pas là pour zapper, pour mettre dans la poubelle un opposant, mais bien au contraire pour lancer les avertissements à certains opposants qui parfois ont cédé
au dieu argent, qui parfois ont fait des ronds de jambes épileptiques, tantôt opposants, tantôt, boum, repartent dans le gouvernement, qui viennent parfois utiliser le peuple juste parce qu'ils veulent avoir encore une base électorale qui parfois elle-même est pauvre et se fait souvent séduire par des chants de sirènes qui changent selon les saisons et selon leur position dans le gouvernement. Que ceux qui viennent maintenant rejoindre la barque, le train du changement, qu'ils se disent qu'ils ont beaucoup d'engagement à prendre, qu'ils doivent prêter serment. Vous savez, en 2004, les opposants avaient prêté serment sur un enfant. Il y avait alors Frundi. Il y avait Njoya, Adamundam Njoya. Et bien d'autres. Et Frundi avait dit, en levant le bras de cet enfant, que celui qui trahira l'opposition, la coalition, aura le sang de cet enfant entre ses mains. Et sa région brûlera. Aujourd'hui, on a une réponse. Quelle région brûle? C'est chez Frundi. Parce qu'il était l'espoir du peuple. Avant de tourner le dos au peuple. C'est aussi la même chose que nous disons aux autres. Ne venez pas faire les beaux, les héros. Vous devez convaincre. Et nous ne voulons plus d'un biabis. C'est-à-dire un président accroché là-bas, qui ne parle pas aux gens, qui ne fait pas discuter, qui ne peut pas faire le tour des régions. On ne veut plus ça. On ne veut plus les photocopies de billets. On ne veut plus un président installé sur des hauteurs alpestres, sur un tronc princier royal. On ne veut plus de ça. On ne veut plus d'un président, comme nous décrit Issa Chiroma. En 20 ans, il a vu Biya 8 fois à l'étranger et une seule fois au Cameroun. En 20 ans. C'est-à-dire qu'il le voyait comme ça, quand il voyage, là, il se retrouve dans l'hôtel 8 fois en 20 ans. Et une seule fois au palais. Donc, quand vous venez là, vous n'êtes pas les sauveurs. Vous n'êtes pas les sauveurs. Vous avez besoin du peuple qui doit sauver vos âmes. Parce que vous avez des germes aussi de la trahison. Et c'est vous qui devez vous racheter. Vous ne devez pas faire courir le peuple. C'est vous qui devez courir derrière le peuple.